Frédéric, et oui, mais oui, c'est du Zoblazo surdosé. Ça fait 20 ans déjà que ça dure, l'épopée du Zoblazo. C'est sur les bons matins et c'est pour votre bonne humeur. Notre coin livre maintenant, tous les mercredis, nous sommes avec notre consultant maison. Alors, Yaovi, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Cette semaine, nous faisons notre point focal sur l'ouvrage de Madame Euphrasie Calmont. Emma ou la rage de vivre. Ou la rage de vivre, un roman que vous avez eu le bonheur de lire. Oui. Et plus de bonheur encore à rencontrer l'auteur. Ah oui, je l'ai rencontré et puis ça m'a fait vraiment plaisir. Oui, vous avez d'abord échangé vos ouvrages entre auteurs. Oui. Et puis vous avez discuté de son ouvrage. Exactement. Alors, heureusement que j'étais avec vous. J'ai eu aussi le même bonheur. Enfin, Emma ou la rage de vivre, ce sera notre livre d'aujourd'hui. Oui, Emma ou la rage de vivre, c'est notre livre d'aujourd'hui. Je vais rapidement faire un petit résumé de tout ce qui a été dit dans le roman. Dans le premier chapitre, il s'agit de la création d'un village dénommé Mitro. Il s'agit en fait de l'esprit de communautariste et de l'esprit de solidarité qui ont animé les fondateurs de ce village. Dans le chapitre 2, la vie et la mort, il s'est agi de la philosophie qu'incarne la vie et la mort et la maturité d'une petite fille apparemment naïve, mais qui aborde les réalités de la vie avec sérénité. Dans le chapitre, le chapitre 3, les projets. Notre vie est une suite cohérente ou non de projets. Celui qui ne crée pas et ne nourrit pas son esprit de projet ne vit pas. Chapitre 4, la fête. Emma pensa à la grande fête du village et son cœur s'irradia de joie. Telle était la réalité de cette partie. Donc la fête ne nuit pas. Elle élève l'esprit lorsqu'elle est sainement organisée. Dans le chapitre 5, nous dirons les choses de la vie. La vie n'est pas que rose, elle contient aussi des facettes qui n'enchantent pas toujours. Le chapitre 6, les amis du jardin, nous parle donc des oiseaux, des animaux et des plantes qui peuvent être aussi nos amis fidèles ou nos compagnons si nous savons bien sûr communiquer avec eux. Donc dans le chapitre 7, dénommé Tani, Emma, qui a 9 ans, donc, avait un confident nommé Tani, avec qui elle pouvait discuter des choses de la vie et de la beauté de la nature, car Tani seul pouvait la comprendre dans sa contemplation, dans son amour pour la nature. Dans le chapitre 8, Serge, cette partie nous fait comprendre que Emma n'était pas que modèle, qu'elle pouvait aussi inventer des histoires telles que créer un personnage comme Serge qui n'était pas son frère. Elle a créé cette histoire pour montrer que à un moment donné, elle peut aussi inventer des histoires pour détruire ou pour construire. L'auteur donne à son héroïne le pouvoir de création. Le pouvoir de création. Et dans le chapitre 9, il s'agit donc de Dieu. Et Dieu, dans la vie de Emma, on a senti que Dieu a été toujours présent. Et cela rend la vie de cette petite, une fille se retrouvant dans un jardin merveilleux et qui arrive quand même à communiquer avec tout ce qui l'entoure. Ouais. Et c'est ça en fait le départ le début de la création autour de cette héroïne d'un univers de rêve. D'un univers de rêve justement. Et nous allons tomber sur ce que nous appelons rêve. Et le rêve pour l'auteur, c'est que c'est une situation qui vous permet de projeter votre avenir et de savoir ce qui peut être faisable et ce qui peut ne pas l'être. Alors, Emma ou la rage de vivre, en fait, c'est un roman contemporain écrit, publié l'année dernière, justement aux éditions Amalthée. Amalthée, oui. C'est en Martinique. Oui. Mais c'est un roman qui porte un titre évocateur. Dès lors qu'il révèle l'envie de vivre d'une petite fille de 9 ans, malgré les vicissitudes de la vie. C'est aussi un ouvrage qui crée un monde merveilleux dans lequel Emma considère que les grandes personnes n'ont pas le temps d'écouter la nature. Voilà. Et justement, l'auteur crée dans ce roman et autour de son héroïne
une nature pure, avec beaucoup de verdure et beaucoup de naturel. Oui. L'auteur va choisir pour faire interagir les hommes les métiers d'antan. Oui. Aima ou la rate de vivre oppose deux mondes, un monde de rêve, de pureté, d'innocence et de naïveté où Mère Nature déploie toutes ses ailes, et un autre monde d'inattention où les choses sont trop vieilles pour être vraies. Alors, nous avons en fait demandé à Madame Calmont et Frazy que nous avons eu l'honneur d'accueillir dans notre studio ici. On lui a posé la question de savoir si cette envie de nature qu'exprime Aima n'est en fait pas une envie personnelle ou une soif personnelle de nature et de naturel dans un monde de plus en plus artificiel. Tout à fait. Cet ouvrage est juste axé sur la simplicité de la vie. La vie est tellement simple que souvent elle nous échappe. Et donc cette simplicité est axée sur la joie. Mais cette joie, ce n'est pas une exaltation exacerbée. Elle est sereine, bien maîtrisée par l'héroïne et fait partie même de son état d'esprit. C'est tout simple. Le choix d'une héroïne de 9 ans trace un peu l'incarnation de votre besoin de pureté, parce que le roman même respire une certaine pureté naturelle. L'âge de 9 ans, je pense que j'aurais même pu prendre 6 ou 7 ans, parce que chez nous, en Afrique, un enfant de 6 ou 7 ans est déjà adulte, intellectuellement parlant. Mais bon, je me suis dit, il faut rester dans le réel international quelque part. Donc j'ai pris 9 ans, effectivement. Voilà. Le souci du naturel dans ce roman est perçu à travers les métiers que vous faites interagir dans ce roman, les métiers à la limite primitifs, la forge, la pêche, la broderie. Vous êtes un peu en antagonisme par rapport à notre monde de nouvelles technologies, où tout bouge, où tout va très vite. Alors comme je vous le disais, Aima ou la rage de vivre est un ouvrage ancré dans la simplicité, une sorte de naïveté créée pour rappeler le monde d'aujourd'hui à la vraie vie, si on peut dire. Et donc, je rappelle là une petite citation de Joseph Kizerbo qui disait que il faut être bien enraciné pour prendre de nouvelles ouvertures. Et donc, pour moi, c'était un vrai bonheur d'évoquer nos ancêtres, les métiers d'antan. Parce que quand vous regardez bien les métiers d'aujourd'hui, c'est toujours les anciens, mais retravaillés avec le modernisme qui nous emmène dans un engrenage que finalement nous n'arrivons pas à maîtriser toujours. Donc cette simplicité que j'évoquais, vous le trouvez à partir de ce premier chapitre qui draine nos ancêtres se déplaçant vers une plus grande paix avec tout leur être, leur savoir-faire. Vous verrez là-dedans même des plantes, ils se déplaçaient avec des plantes. Et les plantes sont énumérées avec leurs vertus. C'est fait exprès pour ramener les choses à leur vraie valeur. La vraie vie, n'est-ce pas, partie de la terre. Parce que dans l'ouvrage, on sent que Aima communique parfaitement avec la nature. Absolument. Et les plantes se réjouissent, les oiseaux se réjouissent. Oui. Bon, en vous lisant du début jusqu'à la fin, l'on comprend aisément que vous puisez vos idées dans le grand jardin de la nature et que vous faites même une avec la nature. Absolument, absolument. J'étais avec l'autre quotidien ce matin et le journaliste me disait, mais n'est-ce pas naïf de rester si près de la nature, de rester dans cette simplicité? J'ai dit peut-être naïf, mais la vraie vie, c'est ça. C'est ça et on l'ignore. Je suis vraiment ravie d'être revenue chez moi. Et là, j'espère revenir très prochainement parce que je travaille sur un petit projet par rapport à ce livre, surtout sur ce côté nature dont nous parlons. J'ai un petit projet, je n'ai pas encore des solutions, mais dès que j'aurai la réponse, j'espère pouvoir revenir vers vous pour vous parler de la concrétisation de ce projet qui serait d'aller dans les écoles, porter cet ouvrage auprès de nos très jeunes élèves pour discuter avec eux dans leur propre langage qui semble un peu perdu. C'est votre premier roman. Vous avez certainement d'autres manuscrits en cours. Oui, c'est le tout premier roman.
Et à vrai dire, c'est pas le premier manuscrit, mais les circonstances ont fait que ça a été le premier roman. Mais j'ai d'autres manuscrits que bientôt, j'espère aussi pouvoir revenir vers vous, les amener à la source. Vous êtes Madame Euphrasie Calmont. À première vue, Euphrasie Calmont, ça n'a pas une consonance béninoise, mais les lieux et les personnages de votre roman tranchent avec cette vue de l'extérieur. Et c'est seulement lorsqu'on lit votre roman qu'on plonge dans vos réalités. Des personnages comme Runke, Wanu, Wusu, Danu, Tai, Waina, Sika, Joe, Yei, Sisi sont bien des réalités quotidiennes du Bénin et celles d'une Béninoise certainement exilée volontaire ou exilée par contrainte matrimoniale. Merci à vous de m'avoir amené sur ce terrain-là. Je suis béninoise pure, de souche pure, et j'en suis fière. L'ouvrage, ça a été un vrai bonheur de l'axer sur mon village natal, et ça s'est développé aussi sur d'autres villes au Bénin, on va dire. Donc j'en suis vraiment heureuse, et c'est un vrai bonheur pour moi de vous en parler aujourd'hui. Donc je suis du Bénin, et le Bénin me manque beaucoup, parce que par la force des choses, je vis en Martinique aujourd'hui, ça fait un peu plus d'une trentaine d'années. Et donc, quand cet ouvrage a paru, j'ai été au Salon du Livre à Paris avec. L'UNESCO m'a demandé de le présenter. J'y étais en juin. Et je profite de votre antenne pour remercier l'excellence l'abbaye Joseph Yahi, notre ambassadeur à l'UNESCO, qui m'a appelé par rapport aux valeurs que décline le livre pour le présenter à l'UNESCO. Et donc, par rapport à ces éléments que je viens d'évoquer, avec plein de dédicaces en Martinique même, j'avais un pincement au cœur de ne pas pouvoir apporter l'ouvrage chez nous ici. Et donc, j'en ai parlé à Euphrem Kenom, un éminent journaliste de chez nous, que je remercie aussi par vos ondes. Et quand il a lu l'ouvrage, tout de suite, il m'a rappelé, il a pris contact avec le scribe noir de l'écrivain Kwaozotti Florent, un éminent aussi. Vous me direz, je mets un peu trop d'éminent partout, mais quand je vois vraiment les qualités que nos hommes, nos femmes mettent dans leur travail, dans leur art, je me dis, nous n'avons rien à envier de l'autre côté. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc je profite de votre antenne pour remercier tous ces acteurs du beau travail qu'ils font. Vous avez fait d'Emma la pièce maîtresse et en tant que femme, est-ce votre image ou votre autobiographie? Autobiographie, non. Mais en écrivant, j'ai remarqué qu'on ne peut pas aller s'enfermer dans une pièce et revenir avec un autre état d'esprit ou un autre moi-même écrit. Donc, c'est sûr qu'il y a un peu de ma sueur dans cet ouvrage-là. Vous êtes resté très très proche de la nature. Vous-même, vous avez soif de nature. Vous le faites faire à Emma dans votre livre. En réalité, entre vous et Emma, quelle est la différence? C'est ce que je vous disais. Il y en a, mais je ne peux quand même pas me permettre de dire que je suis Emma non plus. Donc ça, je l'ai expliqué tout à l'heure. Peut-être qu'entre vous et Emma, il n'y a que l'âge qui fait la différence. C'est vrai. À vrai dire, mon état d'âme est toujours l'état d'esprit d'un enfant. D'un enfant. Et j'en suis très fière. Je ne veux pas me détacher. Je reste naïve quelque part. Et ma raison de vivre, c'est la joie d'aller vers l'être humain, l'autre qui m'apporte toujours quelque chose.